Les matinales de KPMG. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce 2 mai 2024, exceptionnellement un jeudi, pour notre traditionnelle matinale destinée à faire le tour de l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière. Nous espérons que vous êtes en forme et que vous avez pu profiter de la fête du travail pour vous reposer. Au micro, votre tandem habituel, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Après de nombreux rebondissements, la directive devoir de vigilance a finalement été adoptée par l'Europe le 24 avril. Cela aura été un vrai parcours du combattant, Laurent. Oui Hélène, plusieurs pays européens ont milité contre ce projet de texte et des compromis ont donc dû être trouvés. Mais maintenant, l'Europe est dotée d'un devoir de vigilance. La Corporate Sustainability Due Diligence Directive, ou CS3D, va en effet instaurer pour les entreprises concernées des obligations de diligence raisonnables quant aux droits humains et à l'environnement. Quelles entreprises seront visées ? En quoi cette directive va-t-elle changer la donne pour les entreprises françaises qui doivent déjà se conformer depuis 2017 à la loi sur le devoir de vigilance ? Comment se préparer au mieux à l'entrée en vigueur de ces nouvelles obligations ? Notre invitée, Julie Belsort de KPMG Avocat, répondra à toutes ces questions à votre micro Hélène dans le dossier du mois d'ici quelques instants. Oui, mais avant cela, commençons tout de suite avec le journal de la rédaction. Le journal. Deux titres à la une ce mois-ci dans l'actualité comptable internationale. Tout d'abord, début avril, l'IASB a publié IFRS 18, une norme intitulée « Présentation et information à fournir dans les états financiers ». Dans l'actualité sociale, ensuite, la loi portant plusieurs dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dont celle sur les congés payés acquis lors d'arrêt maladie, a été promulguée il y a quelques jours. En fin de journal, nous vous prodiguerons, comme toujours, quelques conseils de lecture. Ouvrons ce journal avec l'actualité comptable internationale. Le 9 avril dernier, l'IASB a publié la nouvelle norme IFRS 18, intitulée « Présentation et information à fournir dans les états financiers », une norme qui est principalement destinée à remplacer l'actuelle IAS 1, intitulée, elle, « Présentation des états financiers », Laurent. Oui Hélène, vous avez raison de donner cette précision, car IFRS 18 amende dans une moindre mesure de façon ciblée d'autres normes comme IAS 7, tableau des flux de trésorerie, sur des aspects de présentation. Alors justement, la question de la présentation des états financiers est un sujet plutôt ancien au sein de l'IASB. Oui, alors sans remonter au calendrier grec, on peut citer le projet Better Communication en 2015, qui avait comme principal objectif d'améliorer la pertinence et la lisibilité des états financiers IFRS. Une des briques du projet Better Communication était tournée vers le format des états financiers primaires et la mesure de la performance. C'est ce que nous retrouvons en partie dans IFRS 18, dont l'ambition est de mettre à disposition des utilisateurs des comptes des états financiers plus comparables, compréhensibles et transparent. Et donc, concrètement, quels sont les changements induits par IFRS 18 ? Alors, concrètement, c'est le compte de résultat qui est l'état financier primaire le plus impacté par ce nouveau texte. Ainsi, sont créées dans le compte de résultat 3 catégories, à savoir une catégorie opérationnelle, investissement et financement, et 2 nouveaux sous-totaux, en l'occurrence le résultat opérationnel et le résultat avant financement et impôt. Par ailleurs, les indicateurs non-GAAP, clés, portant sur le résultat et utilisés en dehors des états financiers, dans le reste de la communication financière pour commenter la performance, devront faire l'objet d'informations spécifiques dans les notes annexes aux états financiers. De plus, de nouvelles dispositions en termes d'agrégation et de désagrégation de l'information financière s'appliqueront à la fois dans les états financiers primaires et aussi dans les notes annexes. Enfin, le tableau de flux de trésorerie, lorsqu'il est établi selon la méthode indirecte, devra partir du résultat opérationnel. Voici donc présentés en quelques mots les principaux changements induits par IFRS 18, mais cette nouvelle norme ne bouleverse pas tout. Non, bien sûr, tout n'est pas bouleversé et les dispositions de l'actuel IAS 1 non affectées sont reprises dans IFRS 18, comme par exemple les informations à fournir sur les méthodes comptables, les incertitudes relatives aux estimations ou encore les règles de distinction entre les actifs et passifs courants et non courants. Un mot sur le calendrier peut-être, Laurent ? Sous réserve de son adoption par l'Union européenne, IFRS 18 s'appliquera de façon rétrospective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. Disons également à nos auditeurs que la mise en œuvre nécessitera d'être anticipée par les entreprises qui devront également adapter leur système d'information.
Mais d'ici 2027, nous aurons bien entendu l'occasion d'en reparler plus précisément sur ces ondes. D'ores et déjà, vous pouvez consulter tout de même le guide synthétique publié par KPMG International permettant de comprendre les principaux enjeux de cette nouvelle norme. Et d'autres publications dédiées à IFRS 18 suivront. Restons dans l'actualité comptable internationale. Fin mars, l'ESMA a publié son rapport annuel sur ses actions de régulation portant sur les publications des sociétés cotées sur les marchés régulés européens. Sur quels aspects le régulateur a-t-il focalisé son attention, Laurent ? Le régulateur européen s'est focalisé sur l'application de ses priorités européennes au titre de l'exercice 2022, à savoir les états financiers IFRS et les indicateurs alternatifs de performance financière, mais aussi le reporting extra-financier et le reporting digital ESEF. Et donc, que nous apprend le rapport dans ces domaines ? Alors, s'agissant des états financiers IFRS, le niveau général d'information est satisfaisant selon l'ESMA, avec bien sûr des axes d'amélioration. Par exemple, le régulateur souhaiterait que des informations soient ajoutées en ce qui concerne l'impact de l'environnement macroéconomique actuel, les hypothèses opérationnelles clés utilisées dans les tests de dépréciation, ou encore les principes comptables de reconnaissance du chiffre d'affaires pour les étayer davantage. L'ESMA souligne aussi que l'application de ces recommandations concernant les enjeux climatiques gagne du terrain et que celles liées aux effets de la guerre en Ukraine sont bien appliquées. Tant mieux. Et à propos des reportings extra-financiers, que dit le rapport ? À propos des reportings extra-financiers, l'ESMA relève une couverture assez élevée des objectifs et des mesures d'atténuation des émissions de carbone, mais constate que les plans de transition font l'objet d'une information plus limitée. Concernant l'information relative au périmètre de reporting, le régulateur observe des pratiques diverses et un niveau de granularité variable. Certains émetteurs alignent les informations relatives au périmètre sur l'information financière et d'autres adoptent une base différente. Enfin, s'agissant de la taxonomie durable, l'ESMA souligne que des progrès significatifs doivent encore être accomplis, en particulier dans l'utilisation des modèles de tableaux obligatoires et des informations qualitatives qui les accompagnent. Tout n'est donc pas encore parfait. Ceux de nos auditeurs qui souhaiteraient prendre connaissance de l'intégralité de ce rapport le retrouveront sur le site de l'ESMA. Finissons ce journal avec l'actualité sociale et la question des congés payés acquis pendant des arrêts maladie. Si vous pouviez être concis sur ce sujet, Laurent, dont nous parlons depuis plusieurs mois tout de même. Rassurez-vous Hélène, je serai concis et bref. Donc la loi a été publiée au journal officiel le 22 avril dernier et n'a pas fait l'objet de recours devant le Conseil constitutionnel. Elle est entrée en vigueur le 23 avril et le délai de forclusion pour les demandes de rappel de congés au titre des périodes d'arrêt de travail antérieures court jusqu'au 24 avril 2026. Sachez enfin que les dispositions n'ont été que très peu modifiées par rapport au projet que nous avions présenté dans cette émission. Certes, mais le diable se cachant dans le détail, Radio KPMG consacrera une édition spéciale à ce sujet dans son émission Les Sociales, diffusée le 14 mai prochain. Avant de refermer ce journal, Laurent, quels sont vos conseils de lecture ce mois-ci ? Ce mois-ci, je recommande à nos auditeurs la lecture de la FAQ publiée par la Haute Autorité de l'Audit sur la mission de certification des informations de durabilité. Nos auditeurs le savent, les informations de durabilité seront soumises au contrôle indépendant d'un vérificateur, commissaire aux comptes ou organisme tiers indépendant chargé d'une mission d'assurance limitée. La Haute Autorité de l'Audit a publié fin mars une foire aux questions pour apporter des éclairages sur les interrogations suivantes. Qui peut être nommé pour auditer les informations de durabilité? La nomination doit-elle être précédée d'un appel d'offres? Quel est le rôle du comité d'audit lorsque la société en est dotée? Quelle est la durée du mandat de contrôle des informations de durabilité, etc. Une publication fort utile à retrouver sur le site de la H2A. Ce journal à la rédaction se termine. Merci à vous, Laurent, et je retrouve nos auditeurs dans un instant avec notre invité. Le dossier du mois. Le 24 avril dernier, 11 ans jour pour jour après le drame du Rana Plaza au Bangladesh, a été adoptée par l'Europe la directive sur le devoir de vigilance. En anglais, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Cela aura été un vrai parcours du combattant. Certes, le socle de l'accord, conclu en décembre 2023, est inchangé. Les entreprises concernées seront soumises à des obligations de diligence raisonnables quant aux droits humains et à l'environnement. Toutefois, après de longues négociations, le champ d'application de la CS3D a été restreint à la fois en termes de chiffre d'affaires et aussi d'effectifs. Pour en parler, nous avons convié aujourd'hui à notre micro Julie Belsor, associée de KPMG Avocats au sein du département
conformité. Bonjour Julie. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci à vous d'avoir accepté de commenter, de décrypter à chaud cette nouvelle directive. Alors, ma première question aura trait aux négociations, au parcours législatif. Pourquoi a-t-il été aussi compliqué d'adopter ce texte par l'Europe ? Les négociations ont été longues. L'Allemagne, l'Italie et la France, sous la pression de lobby, se sont finalement opposés et ont œuvré pour abaisser les seuils d'application initialement fixés. Les nombreux rebondissements et revirements législatifs ont finalement abouti à un compromis grâce à la fermeté des institutions européennes, mais aussi grâce aux fortes attentes de la société civile à cet égard. Bon, aujourd'hui, le texte final est sans doute moins ambitieux, notamment en raison d'un fort abaissement des seuils, ce qui exclut de nombreuses entreprises du champ de son application. Mais restons positifs, nous avançons dans la bonne direction, nous disposons désormais d'un devoir de vigilance au niveau de l'Union européenne. Alors, c'était déjà le cas en France depuis 2017, avec un texte similaire, la loi sur le devoir de vigilance. En quoi cette nouvelle directive va-t-elle changer la donne pour les entreprises françaises ? En 2017, la France est devenue le premier État à adopter des règles obligatoires après l'effondrement de l'immeuble du Rana Plaza que vous évoquiez tout à l'heure, Hélène. Ces règles sont aujourd'hui codifiées dans notre Code de commerce dans 2 articles. L'esprit de la loi française est de veiller à ce que les grandes entreprises ne puissent pas fermer les yeux sur les conditions de travail de leurs sous-traitants et fournisseurs dans les pays tiers, simplement parce que ces pays auraient des normes moins strictes en matière de protection des libertés fondamentales, de la santé, de la sécurité des personnes ou de l'environnement. Forte de son expérience, la France a donc activement plaidé en faveur d'un cadre de vigilance opérationnelle au niveau européen lors des travaux préparatoires du texte. Cette nouvelle directive revêt une importance considérable car elle contribue à promouvoir la durabilité et les pratiques commerciales responsables tout en protégeant les droits de l'homme et l'environnement. Elle vise à garantir que les entreprises prennent en compte l'impact négatif de leurs activités et ce, tout au long de leur chaîne de valeur. Il est essentiel que toutes les entreprises européennes ou celles qui commercialisent leurs produits dans l'Union européenne depuis un pays tiers soient soumises aux mêmes règles afin d'assurer l'équité tant réclamée par les entreprises françaises qui voyaient dans notre dispositif national un désavantage concurrentiel. C'est maintenant chose faite, les choses sont remises d'équerre, si on peut dire, au sein de l'Europe. Alors, je vous repose tout de même ma question. En quoi la CS3D va-t-elle changer la donne pour les entreprises françaises ? Depuis une vingtaine d'années, la France a adopté une succession de textes. On peut penser à la loi NRE, la loi Sapin II, la loi sur le devoir de vigilance, la loi Pacte et d'autres, notamment la loi Climat et Résilience. Ces réglementations ont incité les entreprises à être attentives à leur impact environnemental et sociétal. La France est également le premier État membre à transposer en droit interne la directive CSRD. Ici, la CS3D arrive donc à un moment clé où les entreprises françaises concernées ont déjà franchi le pas vers l'assimilation du devoir de vigilance. La directive est en revanche plus précise, plus détaillée et plus exigeante que la loi française actuelle. Pour l'anecdote, là où notre loi française, comme je vous le disais, était composée de 2 articles, aujourd'hui la directive fait plus de 120 pages. Il faudra donc attendre un petit peu avant d'avoir la nouvelle mouture de la loi française, puisque comme toute directive, le texte doit être transposé, et pour cela, la directive laisse un délai de 2 ans aux États membres. Vous avez évoqué il y a un instant les droits humains et l'environnement. Qu'est-ce qu'on entend précisément par ces termes ? Les droits humains et les libertés fondamentales sont définis de manière très large. Par exemple, la directive va viser le droit à la vie, on a le droit à la vie privée, la liberté de conscience et la liberté de religion, ou encore l'interdiction de torture et les traitements inhumains. Mais le texte vise également les droits des travailleurs, tels que le droit à la santé et à la sécurité au travail, le droit au traitement équitable et non discriminatoire. On a aussi le respect des lois sur le salaire minimum et les heures de travail, l'interdiction du travail forcé évidemment, l'interdiction du travail des enfants, ou encore le droit à la négociation collective. En ce qui concerne l'environnement, la directive fait référence à l'interdiction de la dégradation de l'environnement, ce qui inclut la pollution de l'eau, la surconsommation d'eau, la dégradation des terres ou d'autres ressources naturelles, la déforestation ou encore les émissions nocives. Elle vise également à protéger les droits des populations autochtones et des communautés locales en les empêchant d'être privées de leurs moyens de subsistance et en interdisant les expulsions forcées. Certaines entreprises adhèrent déjà de manière volontaire à des standards internationaux en la matière, comme les principes onusiens ou les principes directeurs de l'OCDE. Mais là, maintenant, on est face à une réglementation contraignante, et donc ça va être un vrai changement de paradigme à ce titre. En pratique, quelles sont les entreprises qui seront concernées par le nouveau texte européen ?
Globalement, il faut retenir 2 critères. Pour entrer dans le champ d'application, on va avoir le chiffre d'affaires et le critère de l'effectif. On a tout d'abord les entreprises qui emploient plus de 1000 salariés et qui réalisent un chiffre d'affaires net mondial supérieur à 450 millions d'euros. Ensuite, on a les entreprises qui, sans atteindre ces seuils à leur propre niveau, sont les sociétés mères de groupes qui, eux, les atteignent au niveau du périmètre consolidé. Et puis le texte cible aussi les réseaux de franchise qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 80 millions d'euros, si au moins, et pardon pour cette précision, 22,5 millions d'euros ont été générés par des redevances. Enfin, et c'est très important, les entreprises non européennes, les sociétés mères et les franchises de pays tiers sont également concernées si elles atteignent les mêmes seuils dans l'Union. On voit ici avec cette énumération, Julie Belsort, que même si le texte a été édulcoré, le champ d'application reste tout de même assez large. Alors, il s'agit ici, j'imagine, d'entreprises industrielles et commerciales, mais qu'en est-il des banques ? Très bonne question, puisqu'aujourd'hui, elles ne sont pas concernées et nous pouvons le regretter. Mais le Parlement a évoqué une clause de révision, ce qui sous-entend qu'à terme, le secteur financier pourrait entrer dans le champ d'application. Actuellement, on estime à 300 le nombre d'entreprises françaises soumises à la loi française sur le devoir de vigilance. Demain, les entreprises françaises concernées devraient être bien plus nombreuses, évidemment, mais il est encore difficile de les quantifier, sachant que la version initiale du texte aurait ciblé 1800 entreprises en France. Mais justement, quelles sont les nouvelles obligations auxquelles les entreprises visées devront faire face ? Les entreprises sont tenues d'identifier les risques au sein de leurs propres activités ainsi que le long de leur chaîne de valeur et une fois ces risques identifiés, de mettre en place des mesures pour les atténuer. Elles seront également obligées d'évaluer leurs partenaires et fournisseurs directs et indirects. En pratique, cette évaluation peut impliquer des visites sur site, qui sont l'un des moyens les plus efficaces pour contrôler les activités des fournisseurs sur l'environnement et la sécurité des travailleurs, par exemple. Mais cela suppose au préalable d'avoir intégré les bonnes clauses dans ces contrats avec ses fournisseurs pour avoir le droit d'auditer ses co-contractants directs et indirects. Enfin, les entreprises devront mettre en place un dispositif d'alerte et aussi élaborer un plan de transition climatique conforme aux objectifs de l'accord de Paris. En clair, elles ont du pain sur la planche, c'est le moins que l'on puisse dire. Comment une entreprise jusqu'alors non soumise à la loi de devoir de vigilance doit-elle se préparer, à votre avis, à l'entrée en vigueur de ces nouvelles obligations, Julie Belsort ? Il faut qu'elle commence à cartographier ses risques. Selon son modèle d'affaires, l'entreprise devra peut-être tenir compte de différents facteurs, comme par exemple la zone géographique, ce qui revient à identifier toute activité de la société dans des pays où les normes en matière de droits de l'homme ou de droits du travail sont moins disantes. La présence industrielle peut être également un autre facteur de risque. Il s'agit là notamment de déterminer l'impact de l'activité de la société sur les populations locales. Puis se posera naturellement la question de la sous-traitance. Quelle est son ampleur ? Quelles sont les activités concernées ? Étant précisé que la multiplicité des tiers, fournisseurs ou sous-traitants, augmente les risques à prendre en compte. Pour le reste, il conviendra de mettre en œuvre les bonnes procédures et les bonnes pratiques au sein de l'entreprise et de ses filiales. En effet, on se rend compte fréquemment que les grands principes énoncés restent au niveau de la maison mère, mais que les engagements ne sont pas toujours respectés au niveau des filiales, surtout des filiales étrangères. Il faudra donc veiller à un déploiement à tous les niveaux, étant précisé que les contrôles pourront être directement effectués au sein des filiales étrangères. Donc même au bout du monde. À votre avis, quelle est la clé de la réussite de la mise en place de cette nouvelle obligation ? La réussite réside dans une approche transversale et harmonisée avec les autres réglementations. On pense à la CSRD bien sûr, mais aussi à la loi Sapin 2, à la loi Wasserman. La liste est longue. Les entreprises ne devraient donc pas envisager les obligations de manière isolée ou raisonner en silo, car il s'agit souvent des mêmes obligations. Et on voit bien qu'avec toutes ces lois, le cadre de contrôle interne requiert, au fil des années, de plus en plus d'exigences pour les entreprises. Alors, les entreprises françaises partent tout de même avec un temps d'avance dans le domaine du devoir de vigilance, du moins celles qui sont déjà visées par cette loi. Oui, Hélène. Les entreprises françaises déjà soumises ont effectivement ce temps d'avance, mais elles devront tout de même faire évoluer leur dispositif à 3 niveaux. Tout d'abord, la loi française ne concerne que les activités des fournisseurs et sous-traitants en amont de la chaîne de valeur de l'entreprise, tandis que la directive couvre à la fois les activités amont, mais aussi certaines activités aval, ce qui va donc étendre considérablement leurs obligations. Ensuite, outre le plan de vigilance déjà prévu par la loi française, les entreprises seront également tenues d'adopter un plan de transition climatique conforme aux objectifs de l'accord de Paris, à savoir la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Ici, le message est fort. On demande aux entreprises d'intégrer un principe issu d'une convention internationale qui, par définition, est opposable aux États. On le rend désormais d'une certaine façon opposable aux entreprises.
En pratique, cette nouvelle obligation, dont les contours sont encore flous, va donner du fil à retordre aux entreprises, notamment lorsque leur activité principale est susceptible d'avoir un impact fort sur le réchauffement climatique. En effet. Alors, vous disiez à l'instant que les entreprises françaises vont devoir faire évoluer leur dispositif à 3 niveaux. Le 3e niveau? Oui, ce 3e niveau, c'est sur le régime de responsabilité. Là où la loi française prévoit un régime de responsabilité civile et une exclusion des marchés publics français, la directive est beaucoup plus sévère, puisque, outre cette responsabilité civile, elle prévoit l'exclusion des marchés publics, mais cette fois-ci de l'Union européenne, et surtout des sanctions financières. Des sanctions financières de quelle ampleur? D'une ampleur importante, puisqu'elles pourraient s'élever à 5% de leur chiffre d'affaires mondial, ce qui est colossal. En somme, les groupes s'exposent à 3 types de risques. Le risque judiciaire, bien sûr, avec l'action en responsabilité civile. Le risque financier, avec ses amendes administratives. Sans oublier, bien sûr, et c'est important, le risque réputationnel. C'est peut-être le plus important. En tout cas, la triple peine, si je puis dire. Alors, on a d'ailleurs vu un contentieux émerger en France depuis plusieurs années et les affaires contentieuses se multiplient. Oui, vous avez raison. Et en quelques chiffres, le contentieux en France concerne actuellement 22 entreprises qui ont fait l'objet donc de 22 mises en demeure et pour certaines, 15 d'entre elles, une assignation. À ce jour, 4 décisions ont été rendues et une seule condamnation a été prononcée en décembre dernier, mais le jugement a fait l'objet d'un appel. La directive devrait multiplier dans le temps ces contentieux, d'une part parce que le nombre d'entreprises concernées est plus élevé et d'autre part parce qu'elle offre davantage de levées d'actions pour les associations et les parties prenantes. Parlons quelques instants de calendrier. La directive a donc été votée le 24 avril dernier. À quel moment entrera-t-elle en vigueur? Autrement dit, combien de temps les entreprises disposent pour se mettre en conformité? Les entreprises vont bénéficier d'un délai pour se mettre en conformité. C'est la bonne nouvelle, puisque la directive prévoit un calendrier progressif en fonction de leur chiffre d'affaires et de leur effectif, et ce calendrier s'échelonne entre 2027 et 2029. Mais attention, il faut rester en veille, puisque chaque État membre, comme on l'a dit tout à l'heure, a 2 ans pour transposer le texte. Donc il faut espérer que cette transposition intervienne rapidement, puisque la tâche est vaste, pour nous permettre de nous mettre rapidement en conformité. En conclusion, diriez-vous que cette directive sur le devoir de vigilance fait la paire avec sa jumelle, en quelque sorte, la directive sur le rapport de durabilité, la fameuse CSRD? Oui, en conclusion, Hélène, je dirais que cette nouvelle directive marque un véritable changement de paradigme de la responsabilité sociétale des entreprises européennes. Jusqu'ici, les autorités de l'Union européenne avaient pris des mesures dans ce domaine, notamment avec la CSRD, vous l'avez rappelé, mais jusqu'ici, les entreprises n'étaient tenues qu'un devoir de transparence et rien ne les obligeait à prendre des mesures actives pour remédier aux impacts négatifs sur l'environnement et les droits humains, qu'ils soient potentiels ou avérés. Avec cette directive, on complète l'arsenal en créant une obligation positive d'action. On passe donc d'un duty to disclose à un duty to act, en français dans le texte, d'une obligation d'informer à une obligation d'agir. C'est peut-être le plus important, c'est sûrement le plus important. Un grand merci à vous, Julie Belsort. Les matinales de KPMG.